heureuse de vous retrouver. J'espère que cette journée a bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. J'imagine qu'à quelques heures du week-end, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Quant à nous, vous le voyez, nous sommes fidèles au rendez-vous, fidèles à notre rendez-vous quotidien du bien-être et encore plus heureux, voilà, enthousiastes à l'idée de partager cette heure en votre compagnie. Une heure à la mi-journée, histoire de bien commencer cette belle après-midi qui s'offre à nous. Alors sans plus attendre, place à ceux qui nous font le plaisir de nous accompagner. Allez, l'espace d'une petite heure et on commence par notre fidèle complice qui nous a manqué. Allez, l'espace de 15 jours, juste le temps d'aller découvrir de nouvelles contrées, c'est Fabrice Daboval. Bonjour Fabrice. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors regardez un peu ce que j'ai apporté aujourd'hui. Ça, des gants, et ça, vous en déduisez que je vais vous parler de quoi? On va tailler, on va couper. On va tailler, cette exactement. C'est la vrai. pleine époque, il fait très doux en ce moment. Bon, il paraît qu'il va faire un peu plus froid et un peu plus gris la semaine prochaine, mais enfin, c'est la pleine époque pour tailler les plantes, tailler les rosiers, tailler les géraniums, afin que ces plantes vivent une belle saison d'été. Et pourtant, on craint cette période-là, ce qu'on voit justement tout émerger, tout pousser, voilà, on n'a pas envie de couper. On n'a pas envie de couper, mais il faut savoir que si on ne coupe pas maintenant, ça ne fleurira pas bien après. Donc, il faut passer outre les scrupules que l'on a à tailler des plantes qui apparemment sont déjà parties pour qu'elles passent une belle saison avec des belles feuilles et des belles fleurs. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Dans quelques instants, alors on ne va pas couper, nous aujourd'hui, on ne va pas tailler, on va plutôt relier, puisque le dossier du jour est consacré aujourd'hui à ceux qui partagent notre vie dans les bons comme dans les mauvais moments, à ceux qui stimulent, qui nous réchauffent le cœur. Ce sont, vous savez, nos compagnons de route, nos amis. Alors nombreuses sont les femmes à avoir leur meilleure amie, celle à qui on peut finalement tout dire. D'ailleurs, tout comme les hommes, qui ont aussi souvent un confident, celui sur lequel on peut toujours compter. Mais quid, qu'en est-il de l'amitié entre un homme et une femme? Nous sommes nombreux à clamer, avec le recul de nos expériences, que l'amitié entre un homme et une femme, sans arrière-pensée, est totalement illusoire, car finalement, tôt ou tard, force est de constater que le simple désir charnel prend souvent le dessus. Alors comment expliquer, que cet élan, cette forte sympathie qu'on éprouve envers l'autre devient tout d'un coup, suspecte lorsque les concernés sont de sexe opposé? Bref, les hommes et les femmes sont-ils uniquement faits pour être amants plutôt qu'amis? C'est la question à laquelle nous allons répondre ensemble, aux côtés tout d'abord d'Emmanuelle Rigon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, psychanalyste et auteur de livres dont on a beaucoup parlé ensemble dans le cadre de l'émission Bien-être, parmi lesquels justement le tout dernier, Comment survivre quand on est une fille. C'est aux éditions Albin Michel, et de l'amitié entre un homme et une femme. Allez, ça vous concerne quand même de près, Emmanuelle, finalement, parce que on va pas rentrer dans le détail, mais vous avez été marié, vous avez eu des enfants, vous avez divorcé. Aujourd'hui, les relations sont au beau fixe. Vous avez bien su, on va dire, gérer le virage sinueux du divorce. Et finalement, l'amitié peut exister après l'amour. On en reparlera à vos côtés dans quelques instants. Également, Elsa Kaya, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et auteur de ce livre dont on parle beaucoup actuellement. Il faut dire que le titre est éloquent, on a envie d'en savoir davantage. Un homme plus une femme est égal quoi? Point d'interrogation. On y reviendra d'ailleurs sur ce titre. C'est aux éditions Payot. Également, André Pitié, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le créateur, le directeur marketing du site trombi.com. Alors le principe, il est tout simple. Il s'agit de rechercher nos anciens camarades de classe, nos anciens copains, copines avec lesquels on a vécu des moments extraordinaires. Et alors c'est très simple, c'est en un seul clic qu'on peut les retrouver. Extrêmement simple, et on a vraiment beaucoup de personnes qui, grâce à ça, retrouvent réellement leurs camarades de l'école primaire, du collège, du lycée, et se revoient pour amitié ou amour, et on verra ça justement. Ah oui, mais oui. Parfois, les rencontres, on a des belles surprises, des déceptions parfois, parce que le premier de la classe n'est pas forcément le premier, le gagnant dans la vie, mais on y reviendra. Est-ce que, tiens, un petit tour de table, est-ce que vous avez cherché à retrouver peut-être, vous, vos anciens copains, copines de classe, copains tout court d'ailleurs, en dehors de la sphère scolaire? Elsa Kaya. Non, mais ça peut venir. Parce que c'est maintenant ou jamais, là, vous pouvez faire passer un message. Fabrice, vous êtes inscrit en plus sur le site. Moi, je me suis inscrit sur Trombi, voilà. Et puis, c'est vrai que le fait de travailler à la télévision fait qu'il y a des gens que vous n'avez pas vus qui s'adressent à vous. C'est vrai que c'est un formidable... Une vitrine. Une formidable vitrine. Mais je me suis inscrit sur Trombi.com. Et alors, depuis? Il y a des gens qui m'ont contacté, enfin, qui m'ont... Voilà. Pas ceux que vous espériez. Bon, non, pas vraiment, non. L'appel est lancé,
et lancez-vous, Emmanuel. J'espère qu'il ne regarde pas. Moi, c'est en fait, je vois, il y a des gens dont j'entends parler, mais je n'ose pas trop. J'ai du mal, j'ai les adresses, j'ai le téléphone, j'ai des anciennes très bonnes amies, donc j'ai perdu de vue depuis 30 ans. Puis c'est vrai que il y en a une qui est artiste lyrique, qui était vraiment ma super copine quand j'avais 9 ans et qui était un vrai garçon manqué, comme moi d'ailleurs à l'époque, et elle est devenue artiste lyrique, je trouve ça extraordinaire. Donc, le retour dans le passé parfois qui fait ça fait peur, le côté nostalgique. Oui, je crois. Et en même temps, c'est vrai que ça m'est arrivé dans un supermarché, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Quelqu'un me dit, est-ce que vous êtes Emmanuel Rigon? Alors je me dis, bon, il m'a vu à la télé, mais non, pas du tout. Vous n'aviez pas changé depuis. Oh là, ça c'est extraordinaire. Un copain de CM2. Oh. Et c'est véridique. Je lui dis, bah oui. Et puis il me dit, bah, on était ensemble en CM2. Ah oui, en CM1, CM2. C'est très vieux, ça. Et c'est très vieux. Et on ne s'est pas revus depuis le CM2. Comme quoi on change pas tellement, finalement. J'étais très, très étonnée quand même. Parce que quand même... Enfin, c'est une belle surprise. Oui, c'était amusant. Hein, c'est une belle surprise. Oui. Il était guitariste, enfin, c'était sympathique. Alors l'amitié, justement, vaste sujet, surtout lorsqu'il concerne un homme et une femme. On va y revenir, mais d'abord, on va s'intéresser ensemble à l'amitié, à ce sentiment qu'est l'amitié, parce que c'est vrai que parfois c'est difficile de faire la part des choses entre l'amitié et l'amour. D'amis, on devient parfois amant, et là c'est la confusion totale dans nos têtes. Alors qu'est-ce qui fait, tiens, justement, qu'une personne avec laquelle on se sent bien, on se sent rassuré, on se sent complice, écouté, entendu, qu'est-ce qui fait que cette personne reste un ami ou devient un amant? On commence avec vous, Elsa Kaya. À mon avis, donc la question en fait que vous posez, c'est est-ce qu'une relation d'amour est-elle possible sans sexe? C'est la question. Tout ça. Moi, je dis qu'évidemment que c'est possible. C'est-à-dire, on n'a pas une attraction physique pour tout le monde. On peut avoir une intimité mentale, on peut avoir une intimité on peut avoir plein de points communs, etc. Mais on n'a pas forcément une attraction physique. Donc la différence entre amitié et amour, c'est l'attraction physique qu'il y a finalement. Voilà, qu'il y a pas. Finalement, qui n'y a pas. Alors la question, c'est qu'est-ce qui fait que finalement, il peut y avoir une ambiguïté, même s'il n'y a pas d'attraction physique réelle. Ouais. J'ai envie de dire que s'il y a une attraction physique, ça se saurait. Mais ça nous est tous arrivé d'avoir un ami du sexe opposé, se dire, bon allez, on est tellement bien ensemble, on passe des bons moments, ne pas avoir envie de l'autre, et il y a un moment où on craque. Alors, il y a un moment où on craque, mais à mon avis, justement, toute la question, c'est la question du désir sexuel. Ça fait peur. Bizarrement, c'est ce qu'on veut le plus. C'est ce que dans une vie, on désire le plus. Et bizarrement, quand ça arrive, chez certaines personnes, finalement, ils n'arrivent pas à dire non. Ils ne se posent même plus la question de s'ils veulent vraiment ou s'ils ne veulent pas. Parce que tout d'un coup, ils se sentent en position d'objet, de peur d'être en position d'objet sexuel, d'être désirés. D'une certaine manière, ils vont aller forcer au rapport sexuel. Ils vont plus se poser de la question de s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pourquoi? C'est que finalement, ce désir sexuel, si on a du mal des fois à y résister, si on se pose même plus la question de si on veut ou si on veut pas, c'est que finalement, ça nous convoque à une question très particulière, qui est la question de l'identité sexuée. C'est-à-dire, si on est une femme, qu'est-ce qu'une femme? Et si on est un homme, qu'est-ce qu'un homme? Ça nous renvoie à notre identité de femme ou d'homme. Et à ce problème que ça pose à tout un chacun. Personne ne se sent à la hauteur du mythe qui fait de sa propre identité sexuée. C'est-à-dire qu'une femme, elle croit qu'être une femme, c'est être une super nana qui est dans la maîtrise absolue de son désir, qui est dans la maîtrise absolue du désir et de donner et de recevoir. Et un homme, il ne se sent jamais à la hauteur du fantasme du mal qu'il a. De la virilité que ça implique, voilà, etc. Et donc, il va passer le cap sans se demander s'il veut ou s'il ne veut pas, pour ne pas être confronté à ça. Et voilà, là c'est à mon avis le problème de fond, la question de fond. Parce qu'on peut très bien n'avoir aucun désir sexuel pour quelqu'un. J'ai envie de dire qu'en réalité, quand on regarde vraiment les gens pour qui on a vraiment du désir, c'est rare. On peut avoir du désir comme ça, mais c'est même pas... C'est rare. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est rare, en fait, dans l'histoire? Ce qui est rare, c'est d'accepter de se mettre à nu avec quelqu'un. Et se mettre à nu, ça veut dire quoi, finalement? Dans la sexualité. C'est une attirance sexuelle, le désir. Oui, c'est une attirance sexuelle. Voilà. C'est une attirance sexuelle. Une attirance physique. Et évidemment, l'attirance physique, elle se fonde aussi sur autre chose. C'est autre chose plus une attirance physique. C'est pas si simple, l'attirance physique. Pourquoi on est attiré par certaines personnes et pas par d'autres? Même ça, c'est compliqué. C'est une chimie particulière qui s'analyse aussi, qui a des fondements. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est
pourquoi finalement on ne sait même plus si on a envie ou on n'a pas envie. C'est pas si et en fait, l'intimité qu'on partage dans le sexe, c'est quoi? C'est la seule intimité qu'on partage dans le sexe, c'est quoi? Finalement, c'est une jouissance partagée. Et cette jouissance partagée, c'est l'envers de la maîtrise qu'on projette sur la super femme ou le super homme. Finalement, le plaisir, la jouissance, quand est-ce qu'elle s'obtient? Elle s'obtient dans le lâcher-prise absolu, dans l'abandon. Donc le contraire de ce qu'on fantasme. Et c'est pour ça, c'est-à-dire ce qu'on fantasme, c'est-à-dire la maîtrise totale, c'est le contraire. Et finalement, c'est pour ça qu'on a si peur, d'une certaine manière, de la sexualité. Et c'est pour ça que finalement, on l'enrobe de tout un... On va en faire une scène, un scénario, au lieu de finalement que ça soit une prise de plaisir, où chacun réciproque, ou que ce soit le plaisir qui soit à l'origine, au centre du rapport sexuel. On va vouloir l'encadrer, le fantasmer, voilà, le scénariser, voilà, exactement. Votre vision de l'amitié et de l'amour, vous, Emmanuelle Rigon, parce que parfois la frontière est floue. Oui, mais je crois que c'est ça qui peut intéresser aussi, c'est-à-dire la relation d'amitié entre un homme et une femme. Il y a quand même, il peut y avoir cette ambiguïté, hein, c'est-à-dire que les choses ont souvent été posées ou proposées de prime abord et puis refusé peut-être par l'autre. Et donc, au terme de ça, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une relation quand même? C'est-à-dire, est-ce que celui qui était désirant renonce finalement à ce désir parce que finalement c'est quand même bien. Désir, oui, un certain deuil, mais pas le deuil de la relation. C'est-à-dire, l'autre accepte de lui parler, de rigoler avec lui, de le voir, d'aller se promener, mais pas effectivement d'avoir des relations sexuelles ou une histoire amoureuse. Donc, il peut accepter ça. Et puis, ça peut permettre de garder quand même, de cultiver cette ambiguïté, c'est-à-dire ce n'est pas un amant, mais c'est quelqu'un avec qui on a une certaine proximité. Je crois que l'ami homme, quand on est une femme, est vraiment à une place très spécifique. Mais attention, parce que trop de proximité, c'est ça le problème. C'est que ça implique une amitié entre un homme et une femme, ça implique une amitié d'ailleurs tout court, ça implique une sorte d'intimité, de familiarité, de proximité, parfois même une exclusivité qui là met en péril la relation amicale. Qui tend vers une attirance physique. Oui, ça dépend si les choses ont été clairement posées au départ. C'est-à-dire que si une femme dit « bon, non, moi, j'ai pas envie d'avoir une histoire avec toi, mais que le monsieur aime bien, puis il peut être content de continuer à faire une petite cour si par ailleurs il est engagé. Hein, ça existe, ça, le monsieur qui est le copain qui est marié, et puis qui quand même dit « oh, qu'est-ce que t'es jolie, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça ?» Puis voilà. Qui rentre dans le jeu de la séduction. T'es toujours pas libre. Ben non. Bon, bah alors, quand est-ce qu'on prend un verre? Mais comme ça, vous voyez, donc ça, c'est dangereux, moi, je trouve. Hein. Pas forcément si c'est un jeu. Moi, je trouve ça danger, attention. En quoi dangereux? C'est comme dire dangereux, c'est comme si vous n'osez pas dire non. Comme si ça pourrait dire non, ça pourrait mettre en péril. Il faut oser dire non, parce que là, on laisse c'est clair. Voilà. Si les choses sont claires. C'est-à-dire que moi, c'est non. Bon, toi, ce serait bien oui. Mais on n'est pas d'accord. Donc, si tu acceptes ça sans te fâcher, on peut être amis. Et ça peut durer un moment. Et au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose qui prend le dessus, parce que là, on parle d'amitié récente, mais l'amitié qui est longue, il y a quelque chose d'une habituation, il y a quelque chose d'une fraternité, d'une sororité qui se met en place. Et après, ça devient presque... Moi, je crois que ce qui protège, après, c'est qu'il y a une espèce de petit tabou. C'est-à-dire que coucher, pour parler clairement, avec un ami, un bon ami, ça devient presque incestueux. Hein, parce qu'on a un peu l'impression de franchir un pas qui, quelque part, n'était pas prévu, autorisé ou décidé. C'est la construction, c'est une famille construite. Hein, il y a une famille qu'on n'a pas choisie, hein, ses parents, et voilà. Et puis, on peut aussi se créer dans la vie des frères et des sœurs. Et ça, c'est formidable. Et c'est ça qui est lié à l'inceste. Hein. C'est ce fait qu'en fait, c'est un presque frère. Voilà. Et ça, c'est pas mal de ne pas oublier ça. Et qu'est-ce qui est aussi un point commun, si on compare amitié et fraternité, par exemple, c'est le temps. Hein. Par exemple, moi j'ai 2 sœurs, je les connais depuis plus de 20 ans. Eh bien, un ami sur la durée, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qu'on connaît parfois depuis presque aussi longtemps que sa famille. Vous avez des amis, alors, IES, de sexe, en l'occurrence opposé, oui, voilà. Vous avez, vous, ou pas, André? Alors, des amis femmes depuis de longue date? En fait, j'en ai eu à certains moments de ma vie où il y a eu une relation très proche, d'amitié, de confidence, très fusionnelle.
mais elle est aussi liée, je pense, cette amitié très proche, aux événements de la vie qu'on n'a pas forcément choisis. Par exemple, être étudiant au même endroit, au même moment, et à ce moment-là de la vie, il y a une sorte de courbe de l'amitié, on va dire. Il y a un moment où on rencontre quelqu'un, et puis tout à coup on le voit ensuite une fois par mois, par semaine, par jour, plusieurs fois par jour, on s'appelle tout le temps. Il y a un pic comme ça dans l'amitié, et puis ensuite ça redescend. Peut-être parce qu'on change de boulot, on change de ville, on termine ses études, on n'est pas dans une... Voilà. Et donc ça, c'est ce qui fait peut-être aussi que... après, plus tard, on peut avoir vécu un moment fort avec quelqu'un et redevenir amis un peu plus tard. C'est ce qui se passe avec des... Il n'y a pas toujours une linéarité. Des amis hommes, vous en avez, Emmanuel? Oui, moi j'ai des... bon, je suis fille unique, on l'a c'est vrai, on en avait discuté. Lors d'une précédente émission, et je crois que ce que vous dites, ça me parle tout à fait. C'est-à-dire qu'encore plus, on est amené à se fabriquer une famille. Donc moi, j'ai... Vous avez vos frères de cœur? J'ai un frère, demi, enfin quart ou presque, ou voilà. Et c'est vrai que c'était très touchant. C'était son anniversaire il y a quelques jours. Fabrice aussi, d'ailleurs. Je lui ai fait un gros bisou. Et il me dit, c'est dingue. J'ai dit, tu te rends compte, on se connaît depuis... donc, on a 20 ans. Et il me dit, on s'est plus connus que pas connus. J'ai bien aimé sa formule qui était extrêmement affectueuse. Et c'est vrai qu'on s'aime beaucoup. Et ça fait donc 24 ans qu'on se connaît. Et on n'a jamais eu... il y a peut-être eu au départ un petit flottement, mais c'était le meilleur ami de mon premier compagnon. Donc, ce qui posait, je dirais, quelque part quelque chose. Et puis, on n'avait pas nécessairement une attirance. Lui, il aimait les femmes de 40 ans quand il en avait 20. Et donc, et moi, j'étais avec cet ami. Et donc, voilà. Et on s'est séparés, donc mon compagnon et moi. Mais je suis restée amie avec ce garçon. Et on a traversé comme ça. Et il y en a d'autres que Donc, ça existe. Donc, ça veut dire que c'est possible. Alors, comment expliquer qu'on entend de part et d'autre, finalement, toujours que l'amitié entre un homme et une femme est totalement illusoire, qu'il ne peut pas y avoir d'amitié franche et sincère, Elsa Caya. Ça, c'est quand même, ça fait partie du postulat qu'on entend. Mais vous avez tout à fait raison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement... Alors, il y a cette histoire-là d'identité sexuelle qui complique l'histoire. Vous allez nous faire un 360 degrés sur votre siège, Elsa, la petite tournée. Et alors, donc il y a ça, donc, ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais il y a autre chose. C'est tout ce il y a une confusion entre le sexe et l'amour. Or, c'est deux choses différentes. L'amour, c'est finalement, on aime la personne... On aime, la personne nous intéresse, elle nous plaît. Le sexe, c'est d'une certaine manière, l'amour plus le sexe, c'est un passage au-delà, c'est accepter de partager cette jouissance, justement, cet abandon. Finalement, ce n'est que ça. C'est quoi d'autre après tout le sexe? C'est partager avec quelqu'un, c'est partager cet abandon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on met dans le sexe. On met des choses dans le sexe qui n'ont rien à voir avec le sexe. Le sexe, d'abord, on le confond avec l'amour. Or, c'est pas ça. C'est un plaisir des corps, un plaisir partagé des corps et rien d'autre. Et pourtant, qu'est-ce qu'on y met? On y met une preuve d'amour ultime. On croit que ça peut sceller deux personnes, mais ça n'a jamais scellé personne. J'ai envie de dire que faire l'amour, ça n'empêche pas deux personnes de se séparer 2 minutes après, 20 minutes après, 10 ans après, etc., etc. Mais voilà. Une dissociation entre l'amour, le sentiment et le sexe, on va dire physique. Voilà, le sexe physique, on en fait la preuve d'amour. Or, c'est pas une preuve d'amour. Et c'est même ce qui provoque, qui pose problème dans le sexe. Parce que finalement, on veut faire plaisir à l'autre, on se cache derrière le plaisir de l'autre et on oublie quand même l'élément essentiel dans une relation sexuelle, soi. Parce qu'on est là quand même pour prendre du plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, justement, ce parasitage de la question de l'amour dans le sexe, le fait qu'on en fasse la preuve d'amour concrète, voilà, ça réunit deux personnes, c'est justement un parasite. C'est ce qui pose problème. Et on croit qu'on va pouvoir résoudre la question de l'amitié comme ça. Genre, c'est fait, voilà, on a baisé, c'est bon. Et c'est bon, il y a quelque chose qui s'est fait. Or, ça c'est fait, on va pouvoir venir amis ensemble. Exactement. C'est ça. C'est qu'on a le sentiment que l'amitié est plus facile. Mais voilà. Après, finalement, l'amour après le sexe, après le sexe, plutôt qu'avant. Emmanuel Rigon. Est-ce qu'on parlait un tout petit peu de mon expérience personnelle, donc la télévision se transforme en divan. Non mais par contre, c'est vrai, ah bah oui, la psychanalyste qui est psychanalyste. Non mais c'est vrai que vous avez une histoire extraordinaire. Moi, je trouve un divorce qui s'est passé. Alors, oui, c'est-à-dire les réussites ne sont pas toujours là où on les attend. Mais bon, disons que... Vous avez réussi votre structure, peut-être pas toujours le coup sur le long terme, mais en tout cas... Oui, enfin, disons que ça s'est
c'est-à-dire on n'a pas vraiment décidé que ça se passerait comme ça, mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est séparés et que, bon, je n'idéalise pas, c'est-à-dire que ça n'a pas été absolument d'emblée fantastique et une grande amitié. Non, il y a eu une année ou deux quand même un peu compliquée. Là, ça fait 8 ans et demi. Bon. Mais c'est vrai qu'après, j'irais débarrasser quelque part de la question sexuelle, puisque bon, voilà, mais quand même concernée déjà par les enfants. Et puis aussi, je pense, avec un intérêt pour l'autre, effectivement, peut-être la question c'était on aurait dû rester amis au lieu de... Enfin, peut-être pas, parce que bon, finalement, bon, mais c'est une question qui se pose. Et donc, finalement, on garde de l'estime pour la personne. Quand il raconte un truc, ça nous amuse. On aime avoir son avis. On aime parler politique, société, etc. avec lui. On est quand même content qu'il soit là. On partage des choses. On se sent bien avec, mais voilà, on n'a revient pas finalement à la question de la départ, question sexuelle. Alors effectivement, alors on va dire, justement, souvent on dit c'est plus de l'amour. Parce qu'il n'y a plus de sexe. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors qu'effectivement, quelque part, le sentiment d'amour, de toute façon, il transcende toutes les relations, à mon sens. Je pensais à la relation psychothérapique en venant, là. Je disais, c'est vrai, nos patients, on les aime, pour certains. Certains nous aiment, et pourtant, on n'a pas une relation avec eux. Donc, il y a bien des... Là, dès qu'il y a de la relation, il y a de l'amour. La relation positive, même négative d'ailleurs, à l'inverse. Mais donc, effectivement, je crois que la question sexuelle est vraiment là. Alors, effectivement, quand les choses sont posées et demeurent à l'identique, c'est-à-dire surtout si chacun... moi, je crois que le problème se pose surtout quand chacun n'a pas d'investissement par ailleurs. Ouais. Je pense qu'un homme, une femme qui ont chacun un investissement amoureux, par ailleurs, vont tout à fait pouvoir être amis. Voilà. Enfin, oui. Ils sont là, puisqu'on considère qu'on est là pour un seul au niveau amoureux et sexuel. Donc si chacun est engagé dans quelque chose de sincèrement de profond, l'amitié, évidemment, il n'y a pas de limite. Elsa, on va revenir alors de votre livre, parce que alors, franchement, je suis restée sur ma faim. Un homme plus une femme est égal à quoi? Pour l'interrogation, c'est égal à quoi? Mais alors, justement, parce que ça, vous savez, c'est les mythes, là. Un homme plus une femme égale, vous savez, le petit cœur qu'on fait. Bon. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un homme plus une femme, finalement, ça donne deux personnes différentes, en mouvement, qui évoluent dans le temps. Et ce qui fait que, finalement, un couple a des chances de réussir, parce que finalement, c'est ça, la question. Ce qui fait que ça peut réussir, c'est d'abord savoir que c'est une relation vivante, qui change. Ça change. En mouvement. En mouvement. Il y a du plaisir, il n'y a pas de plaisir, il y a de l'amour, il peut y avoir de la haine, il y a de la colère. Ça bouge. C'est pas un truc gna 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 gna. Ce qui se passe en général, c'est-à-dire qu'en fait, en général, c'est quoi? C'est que tous les problèmes sont niés. Tout est nié pour faire perdurer l'histoire. Pour la linéarité, voilà. Pour l'histoire, pour le mythe de l'histoire. Au lieu de voir la personne qu'on a en face et ce qu'on est, on privilégie l'histoire au lieu de voir la réalité de la relation. C'est-à-dire ce qui va, mais ce qui ne va pas. C'est-à-dire au lieu de s'attaquer au problème, on fuit, on imagine des conneries. Au besoin, on va tromper l'autre pour essayer de colmater... Vous allez nous faire un 360 degrés. Pour colmater les problèmes du couple. C'est ça les tromperies, à quoi ça sert finalement? À aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas. Voilà, à compenser au lieu de régler le problème, c'est-à-dire au lieu d'en parler. Donc tout le problème, c'est la parole. Et c'est autre chose, c'est la dépendance à l'autre. C'est qu'en général, on est dépendant, c'est-à-dire que l'autre, on le met dans une telle position d'autorité, c'est-à-dire qu'on croit ce qu'on dit. On ne sait pas, voilà, ce qu'on ne connaît pas, c'est l'intimité. Et l'intimité, c'est quoi? C'est aller au-delà de ce qu'on voit de la personne, de ce qu'il dit. Il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il y a derrière ce qu'il dit. Il y a pourquoi il dit. Et en général, le problème, c'est qu'on adhère à l'autre. C'est-à-dire qu'on croit ce qu'il raconte. Quand il nous dit quelque chose de mal, de méchant, tac, on va le croire. C'est-à-dire on va le prendre pour soi. Au lieu d'analyser pourquoi il dit, puis de se mettre à côté. Ou ça ne nous concerne pas, ça n'a rien à voir avec nous, c'est son problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cet écart-là. Et ce manque d'écart qui induit une dépendance fait qu'au bout d'un moment, on va en avoir marre. D'abord, et on a peur aussi de s'approcher de l'autre. On a peur de s'approcher de l'autre en vrai, de découvrir réellement, de voir ce qu'il y a derrière l'apparence. Parce qu'en fait, on a peur qu'il s'approche de nous et qu'il regarde vraiment qui on est. Donc, vous voyez pourquoi les histoires de couple sont en général des histoires sans parole, où finalement personne ne se connaît, on est dans une espèce de méconnaissance et de faux semblants, qui fait qu'au bout d'un moment, tout s'accumule, parce qu'évidemment, chacun a noté quand même, chacun a fait ses petits comptes dans sa tête. C'est le CD-ROM, puis alors là, le jour où ça sort, ça sort. Le compte de fait de départ se transforme en compte de fait, en compte de fait. Voilà, tu m'as donné ça, tu m'as fait ça, etc. etc. Voilà. Et donc, ce qui peut changer ça, c'est savoir la réalité du couple. Et la réalité du couple, c'est qu'il n'y a jamais... Ça ne peut jamais aller sans problème de couple.
Voilà, c'est ça la réalité. Donc il faut des bonnes engueulades, oui, ça fait partie du couple. C'est-à-dire oui, la vie, c'est-à-dire des hauts et des bas. Mais il y a toujours des hauts et des bas. Mais c'est de les reconnaître, de les voir, de les dire, d'exister avec l'autre. De ne pas se mentir à soi-même, ça souvent, voilà, de ne pas se mentir à soi-même. Ouais. On va revenir sur l'amitié, parce qu'en l'occurrence, là où ça se passe toujours, très bien d'ailleurs, des amitiés très complices, souvent drôles, mais parfois ambiguës, ambivalentes, et même, vous dites, vous Elsa Kaya, parfois même dangereuse, c'est l'amitié finalement entre une femme et un homosexuel. Ah, j'ai pas dit dangereuse, hein. Ah, parfois ça peut être ambivalente, quand elles sont psychosomatiques. Oui, quand elles sont psychosomatiques. Non ? C'est-à-dire que quand les femmes, quand les femmes ne s'entourent uniquement d'hommes homosexuels. Bah, justement, à quoi ça leur sert finalement? Elles s'entourent d'hommes homosexuels pour se protéger de la question du désir de l'homme. Ouais. Ça devient, voilà, c'est là où ça devient symptomatique. C'est-à-dire que là, dès lors qu'une femme ne va s'entourer que d'hommes, et en l'occurrence va créer une relation pseudo-amoureuse, soi-disant amoureuse, avec uniquement des homosexuels, là pour vous, c'est symptomatique. Là, c'est en ça que ça peut devenir dangereux. Attendez, pour moi, c'est symptomatique que si la femme, en l'espèce, puisque vous parlez d'une femme, le vit comme symptomatique, c'est-à-dire le vit comme douloureux. Moi, attendez, si elle est heureuse comme ça, c'est pas mon problème. Bon, souvent, je pense aussi qu'il y a une espèce d'inversion, c'est-à-dire qu'on cherche à exprimer peut-être un désir homosexuel refoulé pour soi-même, hein, c'est-à-dire que cet attrait comme ça pour des gens qui ne s'intéressent pas aux femmes peut renvoyer à sa propre problématique sexuelle. Peut-être au père, non? Non, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est en fait finalement c'est quoi? C'est s'intéresser à quelqu'un d'impossible. Ce qui nous intéresse, une femme qui s'intéresse à des homosexuels, ce qui lui plaît, c'est que l'homme soit impossible. Impossible à séduire. Impossible à séduire. Et ce qu'elle aime. Pardon? Ce qui n'empêchera pas d'essayer de séduire. Parce qu'attendez, il y a de la séduction, mais attendez. Ce qui l'intéresse, c'est ça. Mais attendez, il y a du désir et de la séduction finalement derrière cette relation, derrière cette amitié entre une femme et par exemple un homosexuel. Il peut y avoir plusieurs choses, parce que je pense qu'effectivement, ça peut être la quête de l'homme impossible, mais des hommes impossibles, il y en a plein. Il y a l'homme marié, il y a l'homme qu'on ne peut pas approcher, il y a le prof, il y a tout ça. Je pense que l'attrait, quand une femme est quand même environnée, elle n'a que des amis qui sont dans l'homosexualité, il y a quand même derrière cette amitié, ces amitiés, une fascination pour l'homosexualité, un désir de le comprendre. Et pourquoi cherche-t-on à comprendre ça à tout prix, si ce n'est parce que peut-être soi-même on est un peu concerné de manière plus ou moins consciente par le problème. Parce que je suis pas... et puis effectivement, il y a cette protection. Je sais que je n'aurai pas de relation sexuelle avec cet homme-là, mais parce que je n'en veux pas. Donc pourquoi je n'en veux pas? Enfin bon, il y a... Est-ce que c'est une relation obligatoirement dénuée de désir? Parce que là encore... Non, non, il y a du désir. Très bien, mais justement, c'est-à-dire que ça peut être l'homosexuel en tant que tel, et c'est justement lui qui est l'objet de désir, mais dans la mesure où il est impossible. Il est particulièrement impossible. Et c'est de le faire transformer, mais après, c'est de faire virer ça. C'est que cette impossibilité, c'est l'avoir quand même. Finalement, c'est l'avoir. Avoir, c'est un impossible. Mais c'est maintenir... Oui, c'est un défi, c'est finalement de le révéler à son hétérosexualité. Parfois, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont ce défi. Mais là, ça s'inscrit dans son histoire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui représente cet homosexuel qui, ça dépend pour moi... Enfin, à mon sens, ça dépend de chacun, quoi. Chaque histoire, qu'est-ce qu'on répète dans son histoire? Que faut-il y voir finalement derrière ces amitiés souvent fortes, hein, très complices, parce qu'il y a cette féminité, il y a cette part de féminité justement qui est le point d'ancrage aux deux. Que faut-il y voir du côté finalement des homosexuels et des femmes? Est-ce qu'il y a cette relation peut-être avec le père qu'on recherche, c'est-à-dire dans la séduction mais impossible à avoir? Ça peut. Je suis pas sûre de ça. Je pense qu'il y a quelque chose je suis en pleine formation là-dessus. Il y a quelque chose de la découverte de l'autre. Moi, je pense que ces amitiés-là, par exemple, ça me fait penser à comment viennent les sentiments. C'est vrai qu'à l'adolescence, il y a une période où une fille va avoir pas mal de copains, et puis il y a une période où elle va avoir moins de copains, parce qu'il y a l'irruption du sexuel qui vient là, en fait, un petit peu contrarier tout ça. Et je pense que ça peut être aussi une période où fréquenter quelqu'un qui n'aime pas qui n'aura pas, qui ne représente pas une menace entre guillemets pour soi, ça permet de découvrir l'homme. Et à l'homosexuel peut-être de découvrir, en fait, se rapprocher de la femme, de ce que c'est qu'une femme. Enfin, mais je crois que ce sont des relations qui renvoient. Alors, on parlait de frères-sœurs tout à l'heure. Je crois qu'il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre. Et c'est probablement également lié à la situation de célibat des deux partie, à la fois de cette femme qui ne cherche que des amitiés avec des hommes homosexuels, et peut-être d'un homosexuel qui n'est pas dans une relation, peut-être qui n'est pas en couple à ce moment-là, et qui fait qu'à
à ce moment-là, c'est possible. Mais finalement, ce serait aussi possible avec un hétérosexuel. Bien sûr. Enfin, moi, j'ai un ami homo pour l'anecdote. Mais alors, lui, il est le confident idéal. À chaque fois, il se retrouve le confident de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de femmes. Et à chaque fois, il me dit, mais écoute, avec tout ce que je sais des femmes, de leurs attentes par rapport aux hommes, si je voulais les conquérir, je ferais un malheur. C'est vrai, en l'occurrence. Non, mais je trouve ça juste, plein d'humour. C'est ce que c'est, les femmes d'habitude. Mais s'il a du temps pour l'amitié, beaucoup de temps pour les autres, c'est aussi peut-être parce que à ce moment-là, il n'est pas dans un temps où il a un ami. Et donc c'est aussi le temps qu'on peut consacrer à l'autre qui fait que lui, il a du temps pour l'amitié. Peut-être qu'il y a aussi ce lien, cette sensibilité qui finalement fait écho aussi aux deux aussi. D'amis, est-ce que vous êtes passé à amant parfois? C'est-à-dire des longues amitiés, allez, 10, 15 ans. Et un jour, on ne sait pas ce qui se passe. On avait un cas d'ailleurs juste avant en coulisses, en l'occurrence Fabien. Voilà, un jour, hop, on dîne. C'est depuis 15 ou 20 ans qu'on se connaît et là on ne sait pas. On se quitte, on part du restaurant et on s'embrasse. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est... Non, des relations comme ça? Non? Bon, il n'ose pas parler avant vous, là, ça y est. Vous vous sentez concerné ou pas? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de relation? Une belle amitié, puis un jour, on ne sait pas, voilà, c'est un soir, on ne sait pas voilà, ce qui se passe. On a une amitié qui s'arrête ou une amitié qui se poursuit, mais de manière amoureuse. Une amitié de longue date. Alors, c'est pas forcément... on va dire, plutôt que amoureuse, non? Oui, asexuelle. C'est pas pareil. Mais qu'est-ce qu'on fait le surlendemain? C'est-à-dire, le soir, on finit dans le même lit. C'est-à-dire qu'on fait cette rupture, finalement avec l'amitié pour passer à un geste plus amoureux. D'accord, mais ce n'est pas forcément au même moment. Et c'est là où le temps peut agir. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un avec qui on était très amis il y a longtemps, par exemple au collège, au lycée, qu'on va au hasard parce qu'on a voulu rester en contact ou tout à coup on l'a perdu de vue, cet ami. Et là, tout à coup on va le retrouver, par exemple sur des sites de retrouvailles. Et donc on a gardé des points communs avec lui. Et donc finalement quand on retrouve quelqu'un avec ce temps qui a passé, là il y a de l'amour qui est possible, parce qu'il y a déjà plein de points communs. Mais vous, est-ce que ça m'est arrivé? Oui. Moi à titre personnel, non. Il y a quand même une petite phase de réflexion. Elsa, Kaya ou Fabrice? Non, jamais arrivé. Ah, donc on arrive bien finalement à faire la rupture, souvent. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quelqu'un qu'on fréquente comme ça depuis des années, c'est bon, ça aurait dû être fait, ça aurait été fait. Enfin, je pense que voilà, c'est plus. Je crois que c'est quelque chose de plus précieux que... Dans l'exemple que vous avez dit, à la limite, c'est pas le détail, c'est pourquoi. Pourquoi à ce moment-là, 10 ans après, voilà, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, c'est le problème qu'il y a en dessous. Le faire, à la limite. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, Fabien. Exactement. Bon, alors, mais oui, mais il faudrait l'interroger. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut voir, c'est démêler le faire revenir. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 10 ans, finalement, alors qu'ils étaient de chacun, ils avaient chacun quelqu'un de leur côté. Oui, un compagnon, une compagne. Exactement. Ça, voilà, Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, à ce moment-là, ils se sont rencontrés? Mais là, c'est à eux de dire et de voir quels sont tous les facteurs qui sont venus pour que tout d'un coup émerge ce désir de part et d'autre. Et peut-être qu'il y avait en fait au fond quand même un désir de part et d'autre. Peut-être qu'il y avait en toile de fond, mais oui. Inconscient, oui. Il y a aussi cette idée, c'est que par exemple, une femme célibataire ne va pas forcément oser aller sur un site de rencontre en général, parce qu'elle ne connaîtra rien des hommes qu'elle va avoir en face. Alors que... règle du jeu ont changé. Oui, mais il y a un masque, c'est-à-dire qu'on est sur Internet et donc souvent les femmes osent moins que les hommes d'ailleurs aller trouver quelqu'un sur un site de rencontre entre guillemets classique. Alors que retrouver un homme qui peut-être est lui aussi célibataire mais qu'on a connu, avec qui on a été amis il y a 10 ou 20 ans, là on a déjà plus confiance et donc on a peut-être plus de chances d'avoir quelque chose. Et là, on va où? On va sur Troubi.com pour retrouver son premier amour. C'est le côté retrouvailles qui agit. Il y a des spécialistes de ça. Je connais quelqu'un qui fait ça, après un divorce, voulant retrouver. Alors là, c'était avec des critères, si vous voulez, de jeunes gens bien nés. Vous voyez, donc on va chercher dans l'annuaire des anciens élèves d'un lycée prestigieux du 16e, et puis on se dit comme ça, celui-là, il devrait être bien formaté. Alors on cherche effectivement un vague copain avec qui on avait, qui nous plaisait ou à qui on plaisait, etc. Puis 20 ans, 25 ans ont passé, et donc on le rappelle, et puis au cas où il soit seul, disponible, etc., on se revoit et ça peut aller, ça peut marcher. C'est la question, c'est peut-être qu'on a plus de chances de tisser des liens forts avec quelqu'un avec qui on a partagé un passé. Il y a eu un petit quelque chose qui a déjà existé.
Alors justement, on va passer à cette quête des amis que nous avons eus, avec lesquels on a passé des bons moments. Nous étions d'ailleurs en classe, voilà, à l'école primaire, peut-être pas dès l'école primaire, hein, on s'en souvient pas toujours, le collège ou le lycée. L'école maternelle aussi. Hein, l'école maternelle, vous avez des... Tous les âges. Alors bon, Mais déjà, c'est plus difficile. Ouais. Hein. Est-ce que vous recherchez quelqu'un, un ami d'enfance, un copain d'école, une copine d'école? Non? Non, là on fait perdu de vue, là. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant ou jamais, là. Et c'est là qu'il faut sortir les noms et Ah vous oui, il faut dites dire je recherche un tel. votre premier petit Moi, copain. Vous avez envie de retrouver, je sais pas, comme vous avez le souvenir d'une personne qui a retenu votre attention. Une copine. Ah oui. Ah ça y est, attention, il se réveille. Elle s'appelait Sylvie Neveu, voilà. Elle était en terminale A5, comme moi, au lycée Jeanne d'Arc à Rouen. Voilà. On va avoir plein de mails d'homonymes de Sylvie. On en a plein. Moi, j'ai une elle était de amie, Neufchâtel-en-Bray. Oui, Voilà. d'accord. Moi, j'avais une très bonne amie qui s'appelait, en tout cas, Joëlle Amselem, qui était au lycée Hélène Boucher en 6e 3, 5e 3, Paris 20e. 20e. Oui, et c'est vrai que je l'ai... Bon, comme elle a un nom assez répandu, et puis elle est peut-être mariée, je ne l'ai jamais retrouvée. Je retrouve que les célibataires endurcis qui ont gardé leur nom de jeune fille, à condition que ce soit un nom pas trop... C'est vrai qu'on se perd de vue finalement au fil des années, on change de nom, on change de région. C'est compliqué pas encore avec évident. cette histoire de nom. Et on n'a pas tous la chance d'avoir la télé pour dire je recherche. Comment elle s'appelle encore? Sylvie Neveu, Sylvie de Neveu. Châtel-en-Bray, au lycée comment? Jeanne d'Arc, à Rouen. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'Internet est pas mal parce que comme on a vraiment une partie page personnalisée, on a une partie vraiment page personnalisée où tout le monde va pouvoir dire j'étais à tel moment, à tel endroit. Donc on a vraiment un côté personnalisé qu'en fait on va pouvoir permettre à beaucoup plus de gens qu'avant de retrouver du monde. Avant, on avait juste, par exemple, un souvenir commun, une nostalgie. Pour tout le monde, c'était le fameux film avec les choristes. Ou alors, il y avait une émission de télé où on retrouvait les amis d'une personne célèbre. Alors qu'avec Internet, on peut tous aller s'inscrire en disant « j'étais à tel moment », on a démocratisé les retrouvailles. Et donc, ça permet à beaucoup plus de monde qu'avant. Mais je pense qu'en fait, ça vient depuis tout le temps. C'est pas un nouveau phénomène de société où tout le monde se dit ah mais c'est qu'aujourd'hui qu'on a envie de retrouver ses copains de classe. Je pense que ça a toujours existé. On a toujours eu en fantasme l'idée de se dire mais qu'est devenu mon premier petit copain, ma première petite copine. Sauf qu'avant on ne savait pas comment faire. La curiosité, l'intrigue, de savoir ce que les autres sont devenus, sentimentalement et professionnellement. On a toujours eu envie de faire ça, peut-être même il y a un siècle, sauf qu'on n'avait pas la possibilité de le faire, sauf à passer à la télé à dire on recherche. Sylvie Neveu. On va y arriver. C'est à double tranchant. C'est aussi pour voir ce qu'ils sont devenus, mais c'est aussi pour montrer aux autres ce que soi-même on est devenu. Oui, alors je crois que si on n'est pas à l'aise dans sa vie, on recherchera moins les anciens copains. Et Voilà, parce qu'effectivement, il faudra pouvoir dire, moi, ça fait faire un peu le bilan. Je me suis mariée 5 fois, j'ai eu 12 enfants. Voilà, enfin... Bon, je crois qu'il y a cette question, mais il y a vraiment une très forte nostalgie. Et pour moi, ça se rapproche beaucoup, enfin, moi qui n'ai pas cette expérience de la fraternité, de quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire, tu te rappelles quand on avait 10 ans, 12 ans, puis il y a quelque chose du monde d'avant. L'amitié peut, comme ça, permettre de se propulser dans l'enfance, l'adolescence, dans un monde qui n'est plus. Et je crois que c'est un des grands plaisirs de l'amitié qui n'existe pas, enfin, sauf relation amoureuse qu'on aurait connue très petit. Mais c'est un des grands plaisirs de l'amitié, je crois, c'est de pouvoir justement rééchanger sur de l'enfance. Une amitié retrouvée permet vraiment une capsule dans le temps où tout à coup on va évoquer des souvenirs et on va se redévoiler. On parlait d'intimité. Il y a probablement des souvenirs d'enfance que je n'ai jamais évoqués en couple, mais que je vais pouvoir évoquer avec des copains de l'école primaire ou du collège. Alors vous êtes plutôt jeune, vous, André Piquier? Moi, j'ai 29 ans. Alors 29 ans, ce site, il existe depuis combien d'années? Je l'ai monté il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Alors, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a incité à créer ce site de retrouvailles? J'ai terminé mon école de commerce à Reims et je me suis dit, je veux rester en contact avec mes camarades de classe. Donc, j'ai monté un site, j'en ai fait parler autour de moi. La moitié de ma classe, on était plus de 500, s'est inscrite. Je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc, là, il y a un filon, là, je surfe. Donc, je l'ai développé. C'était pas lié à une étude, c'était vraiment une intuition. Pour rester, parce que je savais qu'on allait tous terminer nos études. Je me dis, on va faire une sorte d'agenda et tout le monde va faire ça. Et je me suis dit, je vais faire ça sur Internet. Et par hasard, on s'est rendu compte que les gens qui venaient s'inscrire non seulement voulaient mettre leur classe d'aujourd'hui, mais aussi les classes d'avant. Et donc on s'est dit, si on veut mettre non seulement que j'étais ou je suis actuellement dans telle classe, mais aussi dans les classes d'avant, on est passé des étudiants aux anciens élèves. Et c'est là qu'on
on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un truc à faire ici. Et puis moi, je connaissais aussi un site aux États-Unis qui s'appelle classmates.com, où il y avait à l'époque, je crois, 30 millions de personnes qui étaient déjà inscrites. Je me suis dit, pourquoi pas en France? Finalement, si on voit que ça balbutie, que ça marche un petit peu, peut-être que ça peut marcher aussi ici. C'est comme ça que c'est né. Les classes les plus demandées, tiens. Les classes les plus demandées, c'est clairement quand même le collège et le lycée. Les premiers amours, peut-être aussi. Hein, et en fait, ça, c'est plutôt le hasard. C'est-à-dire que parfois, on va retrouver... on va rechercher son premier petit copain ou sa première petite copine, et puis finalement, on va retrouver quelqu'un avec qui on était plus vaguement amis. Et puis, peut-être que le hasard fait que on a eu des parcours qui vont se recroiser. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de hasard, d'ailleurs. Il y a beaucoup de hasard, parce que souvent, on ne retrouve pas la personne à laquelle on pense au début. Pas la même. C'est plus les mêmes, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que parfois, on vient pour rechercher une personne, et puis tout à coup, vous allez revoir dans la liste quelqu'un, un ami oublié. On avait même oublié son prénom, son nom, tout à coup, on le voit sur la photo. Mais lui, ça m'intéresserait. On envoie un message, et parfois, je crois qu'il y a quand même beaucoup de hasard. Il se trouve que ça se passe bien, le courant passe, et puis on va on envoie un message, on s'appelle, on va jusqu'à se revoir. Et c'est là aussi que c'est aussi intéressant. Enfin, c'est ce que je recommande quand vous revoyez un ami. Revoyez-le, entre guillemets, seul. N'amenez pas vos deux familles des deux côtés, parce que sinon, ça plombe le truc, parce que vous allez rester dans le présent. Vous allez juste dire, eh ben voilà, maintenant, je suis marié, j'ai 2 enfants et tout. Et c'est sympa, mais c'est pas ça. Je pense que le plaisir de retrouver un ami, et de faire revivre une amitié. C'est une sorte de parenthèse, comme vous disiez. C'est un truc très privilégié. On fait renaître quelque chose de très fragile, un peu comme ces fleurs-là qu'on voit derrière. Alors comment il y a ça une se passe, fragilité. tiens. Donc on va sur le site, c'est-à-dire qu'il faut donner notre photo de classe? Non, en fait, on dit, un peu comme tout à l'heure, j'étais à tel moment, dans telle ville, à tel lycée, par exemple. Collège ou école. Et ensuite, moi, je vous compare et je vous dis, il y a aussi telle autre personne qui était dans le même lycée que vous, au même moment que vous, peut-être que vous la connaissez. Et donc voilà, on fait se rencontrer ces gens à qui on impose de donner quelques informations sur eux, sur leur passé, et on les fait se rencontrer, et puis ensuite à eux de voir si ils ont envie juste de se comparer, parce que parfois on n'a plus envie du tout de contacter ses amis, on a juste envie de savoir s'ils gagnent plus d'argent que nous ou pas. Ou est-ce qu'ils ont mieux réussi que nous? La tête qu'ils ont pas. aussi quand même. Et parfois il peut y avoir des déceptions d'ailleurs, on peut rechercher l'ancien amoureux, voilà, le premier amoureux, et finalement être déçu. C'est vrai que ça peut donner lieu à des belles anecdotes, des belles rencontres, mais ça peut aussi être des déceptions finalement. Le premier de la classe qui n'a pas une vie tellement réussie, le dernier de la classe qui au contraire a réussi, ça peut donner lieu finalement à des belles surprises. Là, vous parlez des gens qui ont, on va dire, entre 30 et 50 ans, parce que c'est les moments de la vie où on pense peut-être un peu plus à la réussite. Mais pensez également qu'en fait, la majorité des gens qui viennent s'inscrire, bon d'abord ils ont au moins 30 ans, enfin 25-30 ans minimum, parce qu'il y aura du temps. Il faut du temps pour perdre ses amis, quand même. Mais bon, la vie fait qu'on réussit toujours à perdre quelques amis. Et en fait, il ne faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup de personnes qui ont 50 ans, qui ont 50, 60 ans, et qui viennent s'inscrire. Hommes, femmes, à égalité. Pourquoi? Parce que parfois aussi on fait un bilan sur sa vie à plusieurs moments, comme ça, et en loisir, on se dit mais qu'est devenu un tel? Et dans ces cas-là, quand j'ai 60 ans, je parle plus de réussite, je m'en fiche complètement, ma carrière elle est derrière moi, mais ça me fait bien plaisir de revoir des gens, de me comparer et de me rendre compte que finalement, je ne suis pas seul. Et c'est là aussi que l'amitié elle est bien, parfois c'est pour pas être seul, c'est de voir par exemple que 2 personnes ont eu 2 parcours bien différents, mais finalement on a peut-être eu un mariage, un divorce, des enfants et tout. On se compare, on parle ensemble, et là c'est vraiment assez, c'est des moments d'extrême fragilité et d'émotion. Je crois que dans la famille, ce que vous évoquez un petit peu dans les retrouvailles, c'est dans la famille, je parle de famille parce que moi l'amitié pour moi c'est une espèce d'idée de famille comme ça, mais l'intérêt aussi c'est d'avoir plusieurs graduations dans l'amitié, ce qui n'existe pas dans l'amour. Enfin, ça existe bien sûr, mais je veux dire, c'est ou ça n'est pas, on est en couple ou on n'est pas en couple. En amitié, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs cercles. Il y a l'ami, le copain, la connaissance. Donc il y a l'ami pour ça, il y a l'ami pour autre chose. Enfin, c'est extrêmement varié. Donc je trouve que c'est une richesse absolument énorme que peut-être la relation amoureuse ne va pas offrir finalement. Et elle est unique, la relation amoureuse. Enfin, en principe, il vaut mieux. Alors que la relation amicale, il n'y a pas tellement de limites.
on peut avoir 5, 10, enfin, puis ça peut varier. Et hein, l'idée, c'est peut-être aussi qu'on peut redevenir ami avec quelqu'un qu'on avait perdu de vue, quelqu'un avec qui on était amis. Et finalement, c'est l'idée aussi de dire que parfois, quand cette amitié se termine à un moment, on peut y revenir plus tard. Ça peut être un bon signe. Moi, j'ai un patient qui commence à avoir des amis hommes, hein, monsieur, et je trouve que c'est le signe qu'il va beaucoup mieux. Allez, rendez-vous alors sur trombi.com. Merci. Alors Fabrice, aujourd'hui on termine à 52, ça change, hein, 52, 58, voilà. Mais oui, ça change. Et ben on l'a dit, c'est comme la vie amoureuse, il n'y a pas de stagnation. Voilà, alors, on bouge beaucoup. Vu ce temps, on change d'horaire, on change de temps. Vous avez vu, vous oui, avez vu. On est le il fait 16 mars, oui. Il fait un temps magnifique, on se croirait au printemps déjà. Aujourd'hui, il faisait froid quand même. Oui, enfin, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Oui, donc il y a un très beau soleil. Il y a eu un petit contraste quand même entre hier et aujourd'hui, il y a un contraste. Oui, il paraît qu'il va faire encore plus froid la semaine prochaine. Mais peu importe, c'est la pleine saison de la taille au jardin. Parce que quand vous n'êtes pas jardinier, vous voyez tous les gens dans les jardins arriver là maintenant à cette époque avec des beaux gants comme ça, et puis avec des sécateurs. Et c'est un peu, il y a un côté rite. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il faut tailler les plantes? Eh bien, il faut tailler les plantes parce qu'à l'intérieur des plantes, il y a de la sève, comme nous, les hommes, nous avons du sang, eh bien à l'intérieur des plantes, il y a de la sève. Et cette sève, l'hiver, elle redescend, elle reste dans les racines. Mais à partir du mois d'avril, elle remonte. Ça s'active. Voilà. Et il est très important que cette même quantité de sève irrigue le moins de branches possible dans la plante. Ainsi, le plus de sève possible va irriguer le moins de branches possible et va être le plus efficace possible. Donc c'est la raison pour laquelle il faut tailler une plante afin que toutes les branches qui ne sont pas très très importantes ne soient plus là et que la sève irrigue bien toute la plante. Pourtant, on a des états d'as qu'on voit les bourgeons. Et oui, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de tailler. Je vais vous montrer tout à l'heure un rosier et un géranium qui ont l'air très partis. Et en fait, il va falloir les tailler. À quel moment? Alors justement, là maintenant, sur la France entière, on peut tailler maintenant puisqu'il n'y a pas de gros risque de gel. On peut attendre début avril dans les zones de montagne et puis, je vais dire, dans le nord et dans l'est de la France, ces régions où il fait en général beaucoup plus froid l'hiver. Alors, quels sont les instruments nécessaires à la taille? Alors, toujours un sécateur. Hein. Alors, je rappelle, parce que tout le monde ne le sait pas, qu'un sécateur, c'est deux choses. C'est une lame ici noire et ça ce qui s'appelle la contre-lame, ça ne sert quasiment à rien si ce n'est à poser la branche et qu'il ne faut pas faire le contraire. Parce que si vous posez votre branche sur la lame, ce que vous allez faire, c'est que cette contre-lame, elle va simplement écraser, mais elle ne va pas vraiment couper. Il faut aussi des gants, parce que je vous rappelle que vous pouvez attraper le tétanos, que c'est une maladie dont on meurt encore. On est obligatoirement vacciné contre le tétanos en France jusqu'à 18 ans, mais après, c'est votre propre liberté. Donc, dès que vous faites du jardin, vous allez chez votre médecin et vous demandez d'être vacciné contre le tétanos. Et puis enfin, il faut aussi de l'alcool, non pas pour boire pendant que l'on taille, mais aussi pour désinfecter votre sécateur, particulièrement lorsque vous coupez des rosiers, puisque vous savez que les objets comme ça, les sécateurs, peuvent être vecteurs de maladies et que sur les rosiers, il y a souvent beaucoup de maladies. Donc si vous coupez un rosier malade et qu'immédiatement après vous recoupez un autre rosier sain, eh bien grâce à la lame du sécateur, la maladie peut passer d'un rosier à l'autre. Donc il est très important, une fois que vous avez taillé votre rosier, de désinfecter les lames à l'alcool. Puis si vous êtes coupé éventuellement aussi, vous pouvez mettre un peu d'alcool sur votre peau. Alors, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, comment est-ce qu'on taille un rosier? Alors, je vous ai apporté un rosier qui a passé tout l'hiver dehors. Alors, vous allez me dire, il a l'air parfait, vous voyez, il a plein de pousses vertes. Il est bien, il a mais pas non, trop grand, voilà, ça va, là. il a l'air bien, mais en fait, si vous voulez que cet été, il fasse des fleurs, et voilà, et c'est quand même bien le but, et il va quand même falloir le tailler. Alors, première chose à faire, il va falloir couper toutes les petites parties noires. Vous allez très bien voir quand vous avez un rosier qu'il y a des parties qui sont en bois noir. Alors ici, voilà, c'est pas très facile, surtout à la télé quand on est pressé. Donc on va couper toutes ces
tous ces petites parties noires qui ne servent Tout ce qui fait du bois. Voilà, c'est ce qu'on voilà appelle. ça, Voilà, très bien. Depuis 2 ans. Une fille de la campagne. Une fille de la campagne. Mais bien sûr. Et puis, vous allez aussi avoir besoin de couper tous les gourmands. C'est quoi le gourmand? C'est une espèce de petite racine qui part de la racine du rosier et qui remonte en terre et qui, en fait, prend toute l'énergie du rosier pour rien. Et alors après, vous allez pouvoir couper véritablement. Alors sur un rosier comme celui-ci, par exemple, on dit qu'on va laisser en gros entre 3 et 7 grosses branches. Donc voilà, on voit les 3 branches qu'il y a ici, et on va couper tout ce qui dépasse à peu près 10 cm en suivant une règle très précise. À chaque fois qu'il y a un petit bourgeon qui part là, ici, on va couper juste au-dessus. Ça, c'est très important. On coupe dessus. Alors, on pose, voilà, comme ça. Vous coupez autant? Autant. Mais il va lui rester quoi, ce pauvre rosier? Non, mais c'est pas... Si, mais vous allez voir, après, ça va très bien partir. Donc, on coupe ici, au-dessus, voilà. Et si possible, on essaie de couper de façon à ce que l'eau qui va tomber dessus... Ah oui. Lorsqu'elle coupe, ne tombe pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Est-ce qu'on fait pareil pour une vigne? On fait pareil avec... la vigne de balcon. Oui, ça c'est très... Je l'ai fait dimanche, je me suis dit, je sais pas si j'ai pas fait une bêtise. J'ai une petite vigne. Ce qui est important avec les vignes, c'est de rabattre beaucoup, c'est-à-dire couper beaucoup. Bon. Donc voilà, on fait ça. Alors je vais pas le faire. Fabrice. Je vais pas le faire ici parce que ça prend un peu de temps. Mais allez, donc, on doit être à quel niveau là? Alors si après jamais, coupe, après taille. Si jamais, il doit être en gros à 10 cm du nœud du rosier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nœud, c'est le point de greffe. Voilà, c'est ça. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir de petits bourgeons qui partent sur la gauche ou sur la droite, ce n'est pas grave. Coupez tout à 10 cm, c'est comme ça que l'on fait et ça repart aussi très bien. Et puis, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous parler aussi des géraniums qu'il faut donc couper alors là sans se préoccuper et des petits bourgeons. Vous coupez tout à 4 cm de la terre, c'est ça qui est le plus important. Et on a du mal quand on voit les fleurs comme oui, ça. mais pourtant, il faut le faire parce qu'il faut vous dire que si vous ne coupez pas là, vous n'aurez jamais de fleurs. Vous aurez quelques petites fleurs un peu moches après, mais rien d'autre. Et surtout, très important pour le géranium, il faut absolument le sortir de son pot, bien le secouer et changer toute la terre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ait beaucoup de terre neuve. C'est la bonne terre qui fait très bien repartir le géranium. Merci Fabrice. On me dit qu'il y a une Sylvie Neveu qui vous attend en bas à l'accueil. C'est vrai. Ça y est, vous voyez, elle a entendu votre appel, elle a pris sa voiture, elle est là. Elle vous attend en bas. Merci infiniment Fabrice. Je vous en prie. Alors, je rappelle les titres des livres dont nous avons parlé ensemble aujourd'hui. Elsa Kaya, un homme plus une femme est égal à quoi? Point d'interrogation, c'était les éditions Payot. Également, comment survivre quand on est une fille aux éditions Albin Michel Jeunesse. Alors, il paraît que c'est tellement compliqué que vous prévoyez un 2e tome. Je me disais, oui, on pourrait rajouter des choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci également pour trombi.com. Merci à vous André Pitié. Rendez-vous avec nos photos de classe, petits souvenirs, nostalgie. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi. Excellent week-end et très belle journée à vous tous. À lundi. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, vous avez rendez-vous avec la déco dans Déco 8. Le magazine mode d'emploi du bricolage et de la décoration. Caroline Munoz reçoit des designers et des artisans. Des bonnes idées, des astuces et des nouveautés, vous aussi adoptez la déco-attitude. Déco 8, c'est les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17h. Attention, Jeux sans enjeu change d'horaire et vous donne rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16h. Jeux sans enjeu, le jeu où il n'y a rien à gagner. Jeux sans enjeu, c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 16h. Des personnalités. Bonsoir! C'est le divertissement de la 8. Le jeu. Eh bien oui, voilà, c'est ça. De quoi s'agit-il, François? Bah justement, on ne sait pas. Des cadeaux à gagner? Petit point sur les scores. Des parodies, des gags. Ah, et puis on joue avec des stars en plus, un public déchaîné, la recette parfaite pour un jeu déjanté à consommer ce soir à 22h10. Samedi à 22h10, L'essence de la féminité
C'était vous. Les grands noms des médias et du showbiz seront là. C'est violent aujourd'hui. Rachel Bourlier nous reçoit entourée de ses invités pour un grand zap de la 8. C'est un garçon qui a bon goût. Zap 8, c'est samedi à 22h10. Delphine Chenéac, vous regardez quoi à la télé? Et qui tient la télécommande à la maison? C'est pas moi. Non, Non. on vous Mais je laisse crois pas que la regarder la télé. En fait, c'est que j'ai pas trop d'affection pour la télé, vraiment, en fait, si je dois être complètement honnête. Ça fait 4 ans que j'ai plus de télé. Ah oui, là forcément, c'est pas une Ça bonne commence cliente très pour moi. Mais par contre, j'adore la regarder chez ma maman. Je vais spécialement chez ma mère pour regarder la télé. Ah bah, elle doit être contente, hein, vous lui parlez pas beaucoup. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais elle, par contre, elle adore ça. Elle regarde beaucoup. Et du coup, elle me tient informée. Et à la limite, je préfère, en tant que comédienne, avoir un regard un peu extérieur et pas, je vais pas dire me laisser polluer, mais vraiment faire un choix. J'adore aller au cinéma, j'adore aller au théâtre. Et finalement, je trouve pas tellement le temps de regarder la télé. Jean-Pierre Fleury, vous la regardez la télé? Je regarde la télé quand je peux la regarder, bien sûr. Parce que vous voyagez énormément. Je suis pas souvent là, oui. Enfin, mais bon, oui, on a 2 télécommandes et on a plusieurs télés. Non, moi j'aime bien regarder. Je trouve qu'il y a une magie fantastique. Alors, c'est pas de la forfanterie, c'est le direct à la télévision. Ça, c'est de la preuve en est que votre zapping, il est fait simplement de direct. C'est là où la vie existe. Alors le direct, ça peut être dans un studio, mais ça peut aussi, bien sûr, être un match de football, ça peut être un match de rugby, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est une des véritables fonctions de la télé qui ne disparaîtra jamais. Quand la télé aura un petit peu changé, quand il y aura la DSL et tous ces trucs, on pourra acheter des choses comme ça en conserve, mais ce direct, il existera toujours. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que je préviens Guy Lagache, tout peut arriver dans cette émission. Je sais pas, mais j'ai rien fait, moi. Mais c'est parce que je t'aime beaucoup, Guy. Alors justement, vous regardez quoi à la télé? Ouais, je regarde à peu près tout. Enfin, quand je suis Vous la dans le regardez poste. beaucoup? Non, je la regarde pas beaucoup, peut-être même pas assez, parce que c'est important quand on travaille à la télévision, de se nourrir un peu de ce qui s'y passe, parce que ça va vite. Et donc, il y a des modes qui passent comme ça. Et donc, c'est important, à mon avis, d'être vraiment, de voir ce qui se passe, de voir ce qui se crée. Et moi, je regarde aussi bien, je regarde beaucoup de programmes d'infos, que ce soit les journaux télévisés ou les magazines, mais aussi des émissions de divertissement ou d'infotainment, celles que fait par exemple Sandrine, ou alors, par exemple, la Nouvelle Star. Ce qui se passe à l'étranger aussi? Ouais, enfin là, je pensais plus à ce que fait Sandrine en France. À l'étranger, oui, mais je regarde ce qui est accessible sur la télévision, enfin par câble ou satellite en France, à savoir CNN, CNBC et la BBC. Donc ça, je regarde. Et puis je regarde aussi les émissions de divertissement type La Nouvelle Star, que j'aime beaucoup parce que je trouve ça super bien fait. Et en plus, ça tombe bien, ça passe sur M6, vous êtes sur ça M6. passe en ce moment. Non, mais alors justement, là, franchement, c'est trop j'aurais pas facile, été sur M6, j'aurais dit exactement la même chose. Vous n'auriez pas dit Starac si vous étiez sur TF1? Non. Et ben voilà. Je ne crois pas. Et ben pourtant, c'est vrai. Je trouve que La Nouvelle Star est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en matière de divertissement, entre guillemets, variété. You're such a fine, healthy man. I wanna love you all the time. Wait a minute now. You see, I got a man. He's the best one in town. And what I like about him is he's mine, oh mine. You're so fine. Hey, you're so fine. You're such a fine, healthy man. And I wanna love you all the time. All right now. Wanna buy you cars and jewels and give you diamond rings. But what I need to know is will you be my knight and king? 'Cause you're so fine. Mama, wanna love you all the time. You're such a fine, healthy man. I wanna love you all the time. All right now. Baby, you know that I love
Can you give me something new? 'Cause you're so fine. Mama wanna love you all the time. See, you're such a fine, healthy man. I wanna love you all the time. All right, now, come on, y'all. He's fine and brown. I wanna tell you that he's my knight in my crown. You're so fine. Mama wanna love you all the time. See, you're such a fine, healthy man. I wanna love you